Bien, mon propos va être, dans le cadre du colloque, à propos des institutions régionales pour la transition vers un nouveau grand cycle de développement. Voilà le titre de ma communication, je pense que vous voyez. Alors, mon approche est basée sur la théorie des grands cycles économiques pour essayer d'offrir un cadre au mot ou à l'expression transition. Et lorsqu'on utilise cette théorie pour regarder l'histoire des régions au Québec, on s'aperçoit qu'il y a déjà eu des phases de transition dans le passé et qu'actuellement, la transition très actuelle que l'on souhaite, bien, est déjà en cours, mais elle va très lentement. Alors, on pourrait parler de souhait à l'égard d'une accélération de la transition. Et pour accélérer cette transition, bien, nous avons besoin d'innover dans plein de domaines. Et là, je rejoins à ce moment-là les propos tenus dans le cadre de ce colloque, notamment celui de mon collègue juste avant moi. Alors, M. Dufour, Monsieur alors, Proux, Monsieur oui, Proux, je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre écran, votre présentation PowerPoint, parce qu'on ne la voit pas en ce moment? ah, vous ne la voyez pas. OK, bougez pas. Je vais essayer de vous la... Pourtant, je l'avais Merci. partagé. Je l'avais partagé, bougez pas. Je n'arrive pas à la joindre dans toutes mes... Vous m'entendez toujours? Oui, oui, on est avec vous. On OK, vous attend. Il n'y a j'y arrive. pas de souci. Oui, je l'avais fait pourtant. Est-ce que maintenant vous le Oui. voyez? Ah oui, il faut juste que maintenant que vous la mettiez en mode diaporama. Mais Oui, ça y est, on la c'est voit. beau. Ben, excusez-moi, c'est beau. Je l'avais fait, mais ça n'avait pas fonctionné, il faut croire. Alors, vous la voyez bien maintenant? Oui, c'est parfait. On est OK. à la première diapositive. Alors, voilà les régions périphériques sur lesquelles ma communication est concentrée. Tout ce qui existe au-dessus de la barre bleue. Vous avez le Québec métropolitain, qui est le Québec central, la vallée du Saint-Laurent, grosso modo. Et ce qui est à l'extérieur, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, tout en haut de la carte. Alors, ma communication vise à comprendre ce qui se passe dans les régions périphériques, notamment sous l'angle de la transition. Alors, si vous voyez la deuxième diapo, la démographie de ces régions-là, ce qu'on constate, on constate une explosion de la population très importante à partir de 1851, mais explosion qui s'est terminée à peu près vers 1961, mais ça a cru encore un petit peu jusqu'à 1980. Et à partir de 1980, pour des raisons X, Y, Z, notamment la principale qui est la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, comme mon collègue a parlé tout à l'heure à propos de l'industrialisation qu'on désirait pendant ces années-là et que nous avons obtenue en région, et ce qui a permis l'explosion que vous voyez. Alors, mais depuis ce temps-là, nous sommes dans une période de stagnation et même de déclin démographique qu'on associe, en tout cas nous, on l'associe à la transition. Je dis nous en région périphérique. Pourquoi? Parce que la période de glorieuse ou la période où il y avait réellement de la croissance et du développement, c'est comme arrêté. Et puis depuis ce temps-là, oui, il y a de la résilience, mais il y a aussi une stagnation de la population et un certain nombre de difficultés, notamment la fuite de la population ou l'exode de la population vers les régions centrales du Québec. Alors, vous voyez la troisième diapo, c'est la théorie des grands cycles économiques, grands cycles et grands contre-cycles, qui est dans la littérature en sciences économiques et qui nous permet d'éclairer, nous permet de voir que le fonctionnement de nos sociétés n'est pas linéaire, mais bien par grands cycles et grands contre-cycles. Alors, j'applique cette théorie-là au Québec, aux régions du Québec depuis qu'elles existent. En réalité, il y a eu du développement régional ou de l'exploitation régionale avant la création des régions. Ça a commencé avec la chasse à la baleine au Labrador, autour de Terre-Neuve, qui était en réalité la première industrie de l'Amérique entre 1545 et 1580. Mais ça a été suivi d'un contre-cycle où on a exploré, avec Champlain notamment, puis d'autres, on a exploré, puis là, ça a donné le cycle de la fourrure par la suite. Je ne voudrais pas définir évidemment en détail tous les cycles parce que ce serait trop long dans le cas
d'une conférence, mais disons qu'il y a eu des grands cycles socio-économiques au cours de l'histoire, puis il y a eu des contre-cycles qui ont été en réalité des transitions. Alors, nous en serions actuellement à la 5e transition. Alors, pourquoi je fais cette historique-là? Parce que ça peut nous permettre de voir ce qui s'est passé dans le passé, ça peut nous permettre d'éclairer la transition actuelle et ses difficultés, mais aussi ses opportunités ou ses bons coups qui peuvent être possibles. Alors, puisqu'on a vécu des transitions dans le passé, on peut peut-être en tirer un certain nombre de leçons sur le grand cycle structurel qu'on voudrait dans le futur. Bon, on le voudrait évidemment avec certains changements de valeur, certains changements d'orientation, qui est l'objet de ce colloque, mais on voudrait quand même, bref, on voudrait que la transition prenne corps. Alors, voilà, ça c'est un graphique qui nous permet d'essayer d'expliquer. Alors, j'ai placé la démographie sur un graphique comme ça et essayer de voir quels sont les facteurs économiques qui ont joué au cours de l'histoire pour expliquer, bien sûr, l'explosion, mais aussi les grandes transitions. On s'aperçoit sur ce graphique, quand on regarde à la fin, on s'aperçoit qu'il y a différents scénarios possibles pour le futur. Hein, des scénarios très positifs, qu'on pourrait penser qu'il va y avoir un autre cycle économique important, même très important. Alors, vous voyez, la flèche la plus élevée, par exemple, correspond peut-être à ce que M. Charest nous avait promis au début de l'année 2010, là, une espèce de plan Nord. Il voyait ça comme un chantier d'une génération, puis une croissance phénoménale. En tout cas, lui, il croyait. Il y a peut-être beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, mais lui, il croyait. Mais disons que ce scénario-là, ce sera un scénario extrêmement positif, mais vous avez des scénarios aussi très négatifs qu'on pourrait associer à l'effondrement. Hein, l'effondrement de nos régions, c'est-à-dire l'impossibilité de créer de l'emploi, la poursuite et peut-être même l'accélération de la fuite de la population et finalement des régions qui actuellement sont autour de l'ensemble des régions du Québec, sont autour de 900 000 habitants, bien, on pourrait perdre encore, parce qu'on a perdu de la population depuis un bon nombre d'années en termes de ratio par rapport à la population du Québec, on pourrait penser qu'on pourrait y avoir des pertes de population importantes. Alors, je ne discuterai pas des scénarios, mais ce que je veux juste illustrer par ce graphique-là, c'est qu'il y a des scénarios possibles, puis ce serait peut-être intéressant d'essayer de les élaborer, puis essayer de visualiser quel pourrait être l'avenir des régions dans le contexte d'une transition souhaitable que l'on voudrait bien. Alors, la transition contre-cyclique actuelle, celle que l'on vit depuis le début des années 80 en région, ce n'est qu'un début. On ne sait pas vraiment où elle va nous mener. Évidemment, on pourrait souhaiter toutes sortes de choses. Et ce qu'on voudrait, c'est l'accélérer, bien sûr, en considérant certains impératifs comme l'environnement, par exemple, ou l'autre, un autre, ce n'est pas un impératif, mais c'est une tendance très lourde, la technologie. Il est très clair que l'impulsion technologique va demeurer importante et les impératifs environnementaux vont devenir cruciaux et vont devenir appropriés, nous l'espérons. Alors, la transition actuelle était début avec les 30 Glorieuses, donc autour des années 80. Il n'y a pas eu de colonisation compensatoire comme qu'il y a eu dans les transitions passées. Alors, dans les transitions du passé, dans les régions périphériques, c'est la colonisation qui venait, et alors le développement par le bas, et on colonisait les nouvelles terres, et on créait de l'emploi, on créait des activités, on créait de la richesse, et puis mais là, maintenant, il n'y a plus de possibilité d'avoir ce type de colonisation-là. Les terres sont toutes occupées, et même certaines ressources, comme la forêt, par exemple, ont atteint la limite de l'exploitation possible. Alors, il y a une lente émergence des productions de niche, notamment les bleuetières, notamment le fromage, la brasserie, etc. Mais c'est pas énorme. Évidemment, on souhaite que les productions de niche en région périphérique soient plus importantes, mais quand on regarde dans la réalité, c'est une tendance qui est réelle, mais ce n'est pas une tendance lourde. C'est une tendance de fond qui permettrait de créer énormément d'activités économiques et sociales pour que les gens puissent rester en région. La tertiarisation de l'économie, c'est un cas aussi. C'est réel depuis 30 ou 40 ans. C'est que les nouvelles activités économiques sont dans le secteur des services
et dans le secteur du commerce. Mais dans ces secteurs-là, ben, il y a une érosion importante de la propriété, c'est-à-dire que les commerces qui émergent en région périphérique, c'est un peu comme dans les régions centrales ou à Montréal, ce sont des bannières, des succursales de grandes bannières. Alors, dans la restauration. Monsieur Proulx, je m'excuse, je vous interromps simplement pour ralentir un petit peu votre rythme. Okay, je vous recède la parole. Oui, désolé. Alors, je disais que le tertiaire ou le secteur tertiaire qui crée actuellement des activités économiques et de l'emploi en région, bien, c'est des secteurs dont nous ne sommes pas vraiment propriétaires. C'est des bannières, c'est des succursales de grandes bannières dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la restauration, dans le domaine des services comme la comptabilité ou le notariat. Et puis, les économies régionales ont très peu de retombées, mis à part certains emplois. Alors, le secteur tertiaire, oui, est présent, mais il n'est pas très structurant pour les économies régionales. Les technologies, il faut le savoir, remplacent actuellement 60 à 70% des emplois industriels. Alors, depuis 30 ans, c'est ce qu'on voit. On entend parler d'une usine qui ferme ici et là, ça fait scandale, mais dans la réalité, c'est plus que scandaleux, c'est-à-dire que c'est nécessaire pour la productivité de nos grandes entreprises. Si on veut qu'elles restent productives, ils doivent investir dans la technologie, mais en termes d'emploi et d'emplois bien rémunérés, parce que c'était ça les régions périphériques, c'est que les emplois qui étaient créés dans les secteurs traditionnels comme les mines, la forêt, la pêche, l'agriculture étaient des emplois de qualité. Et ces emplois-là, nous les perdons et à une vitesse fulgurante. Alors, et de plus en plus, ça continue. Avec le numérique, maintenant, plusieurs mines sont totalement robotisées et sont conduites même à distance. Alors, vous comprenez qu'on peut anticiper l'exploitation de certaines mines dans le nord du Québec ou la continuité de l'exploitation de la forêt, tout en respectant les principes de développement durable, mais il ne faut pas se leurrer, il y aura très peu d'emplois reliés à cela. Et même dans l'aluminium, qui est un secteur qu'on entend parler beaucoup dans les régions périphériques, notamment pour la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Réduction massive de l'emploi d'autour de 75 à 80 % pour une production qui, elle, continue de croître. Alors, c'est quand même je dirais, une équation à ne pas oublier quand on veut parler de transition, parce que ce type de transition-là, on la vit et ce n'est pas que des éléments positifs. Alors, fin des booming towns, alors c'est terminé les villes qui émergent comme Matagami ou comme Fermont ou comme Sept-Îles, Bécomo ou comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a 100 ans. C'est terminé maintenant quand on va plus loin en périphérie pour exploiter la périphérie. C'est un peu comme l'Hydro-Québec à la baie James, hein? Un petit village tout petit qui s'appelle Radisson, dans lequel il y a quelques centaines de personnes et puis qui exploite un gisement hydroélectrique formidable, quoi. Alors, c'est comme ça dans le nord du Québec. C'est des camps maintenant avec des travailleurs qui migrent, fly-in, fly-out, qu'on appelle, hein, les travailleurs migrants, qui viennent de Montréal en général et de Québec, qui vont passer 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines dans le nord et qui reviennent dans leur famille. Donc, les salaires sont versés dans le sud, donc il y a très peu de retombées structurantes dans la périphérie. Alors, c'est le modèle qui est là dans le cadre de ce qu'on peut appeler la transition. Alors, la politique publique, oui, elle est là pour nous soutenir, mais la politique publique, on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, on a construit des voies ferrées, des ports en eau profonde, des autoroutes, des routes, etc. On a tout fait ça pendant le 20e siècle. Et actuellement, la politique publique manque de cibles pour structurer davantage l'économie des régions. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la politique publique se retire, loin de là. Elle ne se retire pas, même elle est quand même considérablement généreuse. Mais il n'y a plus de cibles structurantes. Alors, bien sûr, on subventionne les entreprises, mais il arrive aussi un moment que ça ne vaut pas, enfin c'est très coûteux de subventionner les entreprises qui sont souvent déjà rentables et quand elles ne sont pas rentables, même si on les subventionne, souvent elles restent des canards boiteux. Alors, les gens qui suivent l'actualité du nord du Québec peuvent voir ce qui est arrivé avec nos mines d'or et de diamants qu'on a subventionnés au cours des dernières décennies. Ce n'est pas des trucs très rentables pour l'État québécois. Alors,
J'y vais avec la prochaine diapo. Les scénarios potentiels, bien, vous avez 4 scénarios potentiels. Alors, vous avez le potentiel d'effondrement global que certains voient à partir du moment où on perd énormément d'emplois et la population qui suit. Eh bien, il y en a qui ont peur d'un effondrement global, notamment qui pourrait avoir des composantes environnementales, mais aussi économiques et sociales. Ensuite, on a le scénario du business as usual, ou si vous voulez, les affaires courantes, qui est un scénario modéré, mais négatif. C'est-à-dire qu'actuellement, les affaires courantes en région périphérique, bien, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien. Pourquoi? Parce que notre population stagne et décline et nos institutions d'éducation supérieure, notamment, puis nos institutions de santé, sont questionnées parce qu'il y a de moins en moins de population pour alimenter des institutions qui étaient prévues pour une population beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que quand l'État a construit les régions, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien la population est en croissance et puis on a construit des institutions pour une population importante alors qu'elle diminue constamment. Alors, nos institutions sont questionnées. Alors, les affaires courantes, on ne souhaite pas ce scénario vraiment non plus parce que c'est un scénario qui nous amène à un déclin lent, pernicieux, mais réel. Et le troisième scénario, c'est le scénario du nouveau grand projet expansionniste, le scénario dont on va l'appeler de Jean Charest, sans vouloir dénigrer Jean Charest, loin de là, je sais qu'il est sur la sellette actuellement. C'est le scénario où, voilà, il disait là, que le plan Nord, là, ça va se développer, puis tout le monde va aller travailler dans le Nord. Puis, bon, ce scénario-là, on n'y croit plus parce que les conditions n'y sont plus. Les marchés émergents qui ont besoin de nos ressources naturelles sont en Asie, et l'Asie est très loin du Québec. Comparativement, le Québec, en réalité, des investissements qu'on a eus en périphérie pour exploiter les ressources naturelles venaient beaucoup des investissements américains avec l'émergence du Midwest américain comme pôle principal, pôle industriel principal de la planète. À partir du moment que ce pôle-là se déplace vers l'Asie, le Québec est beaucoup plus loin. Évidemment, la Colombie-Britannique, elle, c'est une autre question, est beaucoup plus près, mais nous, on est beaucoup plus loin. Alors, les coûts de transport, les coûts d'exploitation, etc., sont beaucoup plus élevés. De toute façon, un nouveau grand cycle expansionniste n'est pas nécessairement désiré sous l'angle environnemental. Et autre scénario, bien celui qui va plaire, je pense, lors de ce colloque, c'est le scénario d'un nouveau projet de collectivité innovatrice. Alors là, on peut se permettre tous les possibles parce que l'on se dit, on construit un nouveau projet. Mais là, encore faut-il que le projet que l'on construit soit faisable, soit réalisable dans la réalité des régions périphériques. Parce que les régions périphériques ont des conditions très particulières. Ce n'est pas. Et puis bien, il faut respecter les conditions. Par exemple, depuis l'après-guerre, comme mon collègue Dufour parlait tout à l'heure, on a voulu l'industrialisation du Québec. Et ça a marché. La Beauce, le secteur manufacturier est important, dans les Bois-Francs aussi, dans la grande région de Montréal aussi, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la Côte-Nord, la Abitibi-Témiscamingue, nous n'avons pas eu cette industrialisation-là, même si on la souhaitait. On a eu des grandes entreprises qui sont venues extraire les ressources naturelles, puis qui ont exporté les ressources naturelles à l'état brut sans les transformer sur place, pour des raisons X, Y, Z que je ne vous expliquerai pas, mais qu'on comprend très bien. Alors, on peut souhaiter pour les régions périphériques un beau projet fantastique pour demain matin, dans le cadre de la nouvelle économie avec un N majuscule, mais encore faut-il que ce soit réalisable. Prochaine diapo. Alors, est-ce possible de dépasser la période de transition contre-cyclique actuelle que l'on vit depuis une quarantaine d'années en région, puis accélérer la transition, puis nous amener vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet de collectivité? Bon, moi, j'espère que oui, je pense que c'est souhaitable, mais quel va être ce projet-là? Il faudra bien le voir. Il y a les grands enjeux d'innovation pour le prochain grand cycle. J'ai situé les principaux pour susciter la réflexion, peut-être même des questions. Les impulsions technologiques, je pense qu'on le veuille ou pas, on ne pourra pas arrêter les impulsions technologiques. Et puis, elles changent déjà, elles modifient déjà constamment les activités économiques et sociales. Puis, ça va se poursuivre. Évidemment, certaines impulsions sont favorables, comme on espère, par exemple, les voitures électriques, ou du moins, on espère des transports en commun qui vont fonctionner avec de l'énergie renouvelable. Mais bon, ça, c'est relativement positif.
mais il va y avoir des impulsions technologiques aussi, il va y avoir des aspects négatifs, comme par exemple le peu d'emplois que ça génère et des emplois hautement qualifiés, hein, qui est différent. Alors, quelques emplois puis hautement qualifiés. Alors, il va y avoir aussi, évidemment, les impératifs environnementaux qui sont incontournables et qui font l'objet de plusieurs discussions dans le cadre de ce colloque. Les marchés mondiaux. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du marché de l'Asie qui est très loin du Québec. Alors, les marchés mondiaux, et non seulement les marchés sont loin, mais en plus, les ressources naturelles, sachez-le, même si vous le savez déjà, les prix sont très, 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 très bas des ressources naturelles. En réalité, on donne notre fer, on donne notre cuivre, même il n'y en a plus de cuivre, là, mais on le donnait, et puis on donne l'or un petit peu plus cher, on donne nos ressources naturelles, notre beau nickel, là, on a 2 mines de nickel de très haute qualité, dans le nord du Québec, près de Raglan, on le donne. Même on a subventionné des entreprises, il y en a une qui est en train de faire faillite, on leur a fait un prêt de 100 millions sans intérêt pour sauver l'entreprise de la faillite. Bref, les ressources naturelles sur cette planète, et c'est l'un des drames environnementaux, mis à part les changements climatiques, c'est que nos ressources naturelles, on les donne alors que ce sont des ressources épuisables, et puis on va se ramasser bientôt dans un prochain siècle avec une planète exploitée dont plusieurs minéraux n'existeront plus. Et puis, on va se dire au 19e et surtout au 20e siècle, on a donné ces ressources-là au lieu de les vendre à un prix nous permettant de mieux les protéger. Alors, démographie tyrannique, pourquoi j'emploie le mot tyrannique? C'est parce que, évidemment, s'il n'y a pas d'emploi en région, les gens partent, ils vont travailler à Montréal, à Toronto ou à Calgary. Ça, c'est la réalité. Et puis, pour ça que je dis c'est tyrannique. Quand même qu'on veut les garder, les jeunes de 18 ans, 20 ans, 25 ans, ils veulent trouver un boulot, ils veulent fonder un foyer, puis ils veulent gagner leur vie. Bon, même si on tous les principes de simplicité volontaire, etc., ils veulent quand même gagner leur vie. Alors, la démographie est tyrannique, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de battre la tendance au déclin démographique. La classe ouvrière en recomposition, j'en parlais un peu tout à l'heure, on a besoin d'emplois de plus en plus de très qualifiés pour travailler avec les nouvelles technologies. Et la réalité des emplois en région où quelqu'un avait son secondaire 5 puis rentrait à l'usine à gros salaire pendant 40 ans ou 35 ans et qui avait sa maison puis il envoyait ses enfants à l'école, c'est terminé. Ces emplois-là, ils s'en créent à peu près plus en région. Des emplois, comme on dit, manuels, très bien rémunérés. Cette vague-là ou cette période-là est terminée. Croissante mobilité des facteurs et des acteurs, on est de plus en plus mobile. Peut-être en allant vers une conclusion, oui, s'il vous plaît. J'y vais. Une gouvernance complexe, je ne vous parlerai pas de la gouvernance, mais gouverner les régions, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'institutions, un monde très fragmenté. Et puis, j'y vais à la prochaine diapo. Je crois qu'on se rapproche de la conclusion. Alors, je vais illustrer 4 types d'innovations pour nos régions. L'innovation technologique, évidemment, qui est incontournable, l'innovation organisationnelle, l'innovation institutionnelle et les innovations sociales. Alors, les innovations ne sont pas qu'économiques ou technologiques, elles sont dans toutes les sphères de la société et ça ne se fait pas en criant ciseaux ou en publiant un texte dans une revue en concluant qu'il faut innover. Dans la réalité du terrain, ce n'est pas simple. Alors, j'ai amené un modèle pour illustrer, grosso modo, les savoirs d'un côté et les savoir-faire de l'autre et l'apprentissage collectif autour de mélanger les savoirs et les savoir-faire. J'aurais aimé ça l'expliquer un peu en détail, mais le temps passait très vite. Mais bref, ces petits modèles-là de l'innovation, celui-là, il est assez universel, mais il y en a plein de modèles d'innovation. Le truc, c'est d'amener les collectivités à innover dans l'esprit que l'on désire, c'est-à-dire avec des composantes sociales, environnementales, politiques, etc., et pas seulement des composantes technologiques. Alors, voilà. J'arrête là-dessus. Je conclue en concluant que les régions, face à la transition, ce n'est pas seulement environnemental, même si l'environnement est très important.
et même fondamentale. Les régions, c'est l'environnement, c'est des forêts, c'est des terres, c'est des rivières. Alors, on doit faire le virage environnemental, évidemment, mais c'est aussi d'autres composantes qui sont, je dirais, beaucoup plus douloureuses. Hein? Quand on parle de l'économie, de l'emploi, douloureux dans le sens que si on ne se trouve plus de boulot, les régions n'existent plus, on fout le camp. Quoi. Alors, la transition interpelle des dimensions qu'il va nous falloir innover globalement dans toutes les sphères de la société, le social, le politique, l'organisationnel et évidemment l'économique et le technologique. Alors voilà, grosso modo, mes propos. Je m'excuse d'avoir été un peu rapide. J'avais juste 15 diapos, hein, mais il était quand même assez plein. Alors voilà, ça a pris un petit peu plus de temps que je le croyais. Alors, je vous remercie de votre attention.